parce que quand j'étais enfant, il y avait un ami de la famille qui venait souvent à la maison et qui était le médecin du village. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce médecin. Et j'avais l'impression qu'il était l'ami de tout le monde et qu'il rendait sans doute service. Je ne savais pas exactement comment il rendait service ou comment il était l'ami de tout le monde, mais il semblait que la vie était facile pour lui. C'est-à-dire que tout le monde le connaissait et que aussi il y avait du temps pour lui. Je me suis trompé sans doute là-dessus, sur le temps, c'est ça. Et vous habitez où? Alors, j'habite Montréal, bien sûr, mais j'ai grandi en France, dans la campagne, dans le Jura. Et donc, j'ai des souvenirs de cette période-là, puisque j'ai même fait ma médecine dans cette même région, à Besançon. Et ce médecin, je le vois encore. Je vois encore son chapeau, je vois encore sa vieille voiture, quand il partait à la chasse avec mon grand-père. Voilà. Alors c'est un peu comme ceci, j'avais cette admiration. Et aussi, la médecine était peut-être assez facile comme science à l'université, à l'école. Je l'ai trouvée assez facile. Alors donc, ça m'a conforté un peu que ce médecin avait sans doute raison. Mais il ne m'avait pas dit « fais médecine » ou des choses comme ça. C'était moi, je n'avais pas de discussion avec lui, j'avais juste une admiration pour lui, c'est ça. Ah, la néphrologie au Canada, c'est parce que j'étais intéressé à la physiologie. Et c'est un temps qui n'existe que peu, où on avait la possibilité, comme Français, de faire son service militaire au Canada. Et donc il suffisait de trouver un laboratoire qui puisse être assez bon pour vous inviter. Donc c'est le docteur Julien Marcorel, celui que vous avez interviewé, qui a été très gentil pour m'inviter, juste sur un petit curriculum vitae, en sachant que j'étais intéressé à la néphrologie. La néphrologie, c'était physiologique, c'était des mécanismes. J'aimais bien démonter les mécanismes. J'aime toujours un petit peu ça, voir comment la physiologie, ce qu'on apprend à l'école ou dans les premières années, peut servir vraiment pour pratiquer la médecine. Alors donc, j'ai eu la chance de venir ici pour mon service militaire. J'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire de recherche qui était un laboratoire sur l'hypertension. J'ai eu le bonheur de rencontrer ces gens qui m'ont dit « Pourquoi est-ce que tu ne restes pas? Peut-être qu'on te fera une petite place » ou des choses comme ça. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai recommencé un petit peu mes stages de médecine. Je suis allé aux États-Unis aussi apprendre de la néphrologie. Et Julien Marcorel, très gentiment, m'a dit « Si jamais tu reviens depuis les États-Unis, viens chez nous. » Et ça fait plus de 30 ans que je suis là. Alors voilà, c'est juste ça, le temps passe vite. Alors c'était juste... cette histoire de la physiologie, c'est assez magnifique, j'entends, parce que ça continue. Et puis parce que des mécanismes nouveaux sont découverts tous les jours, tous les mois. On peut les appliquer aux patients. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est quelque chose d'intéressant. Oui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Je fais souvent la réflexion que les maîtres, ceux qui m'ont enseigné devant des grands tableaux noirs, l'anatomie et la physiologie, à Besançon, dans l'ancien monde, étaient des gens extrêmement capables, extrêmement curieux, et ils m'ont légué cette espèce de curiosité que j'espère avoir conservée. Et je leur dois beaucoup, c'était peut-être un peu dans ma tête, c'est-à-dire que je suis allé les revoir des fois. Et des fois, je suis un peu déçu quand je vais les revoir. C'est comme si l'impression que j'avais eue quand j'étais étudiant était un peu romantique, était quelque chose qui les portait au nu ou qui considérait qu'ils avaient des qualités que peut-être c'est moi qui leur ai données. Quand je les revois des années plus tard et quand je les interroge sur ces qualités, je les trouve peut-être beaucoup moins que celles
que j'avais trouvées dans ma tête, comme je dis, ou des choses comme ceci. Mais je pense qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris que cette curiosité pour la médecine, ça n'est pas vraiment l'ancien monde ou c'est le nouveau monde. Il y a des gens curieux, qu'ils soient à Besançon, qu'ils soient un vieux médecin qui travaillait dans le Jura, ou qu'il soit à Denver au Colorado, ou qu'il soit à New York, ou qu'il soit au NIH. Je pense qu'il y a une espèce de communauté là qui cherche à faire quelque chose, et je ne vois pas trop de différence, et même je vois juste des avantages peut-être d'avoir connu peut-être ces deux communautés, l'ancien monde peut-être et le nouveau monde, mais je trouve qu'on peut parler de l'ancien monde aussi bien dans une université américaine qu'à Paris, et qu'il y a des gens qui sont spécialistes, comme je dis, de la médecine ou d'autres sujets comme le Moyen-Âge, qui sont aussi connaissants à Philadelphie qu'à Paris. Alors c'est un peu ça, je le considère toujours comme ceci. Il n'y a pas de vieux monde ou d'ancien monde, il y a juste des humains curieux, et il y a juste ça. Un village global? Ah oui, bien sûr, ah, absolument, absolument. Et puis bien sûr, un village global, j'ai des amis, j'ai un grand ami qui travaille à Taïwan. Et j'entends, il m'a beaucoup appris parce qu'il est intéressé avec les mêmes choses sur lesquelles nous sommes intéressés. Et ça n'est pas pour suivre une conversation, c'est parce que c'est vrai, il est intéressé aux mêmes choses. Oui, un village global sans doute. Et même, on pourrait faire plus participer le village global ici au Canada. On a des émigrants qui viennent de toutes les parties du monde, de l'Amérique du Sud, beaucoup ici au Québec. On a des populations qui sont des populations natives qui ont beaucoup aussi à nous apporter. Oui, absolument. Un village global dans l'intérêt et à savoir faire progresser quelque chose. Et puis, il faut dire aussi, les médecins sont... J'entends, ce sont des gens heureux et privilégiés, en tout cas je le pense. C'est-à-dire que vous avez la chance de servir quelque chose, vous avez la chance d'apprendre beaucoup, vous avez la chance de rencontrer des gens du monde entier, de vous faire critiquer, d'avoir la possibilité de les critiquer aussi. Je pense que c'est bien, c'est très joli, bien sûr. Ouais, j'aime ça. Absolument. Alors donc, c'est ça, il faut que je parle de mon maître d'anatomie de Besançon. Alors, son nom est Monsieur Duvernois, et il enseignait l'anatomie du cerveau devant un grand tableau noir, et il dessinait des deux mains. Alors voyez-vous, quand vous dessinez les circonvolutions cérébrales, à deux mains, vous dessinez le cerveau directement. Et donc sur ce schéma-là, à deux mains, sur ce schéma-là, vous mettez les voies motrices, les voies sensitives, etc. Ou par exemple l'hypothalamus. L'hypothalamus m'intéresse beaucoup parce qu'il y a la régulation de l'équilibre hydrique qui se fait à ce niveau-là. Et c'était absolument magnifique. Mais comme je dis, c'était magnifique sans doute plus dans ma tête que chez lui. Parce que, par exemple, j'ai essayé de lui faire parler il y a quelques années de l'hypothalamus et de lui faire dessiner à deux mains sur un morceau de papier, sur l'hypothalamus. Et il a dit non, je ne te dessinerai pas ça. Alors, ou des choses comme ça. Alors qu'il a bien vu que je lui ai raconté ceci, qu'il était capable, que j'avais cette... Mais ça n'empêche pas, j'entends, absolument magnifique. Aussi, il utilisait des techniques complètement démodées ou d'autrefois, des injections à l'encre de Chine, la petite circulation capillaire. Mais je recherche ces injections maintenant que je connais, par exemple, les bases moléculaires de certains noyaux cérébraux ou hypothalamiques qu'il décrit ou qu'il décrivait. Donc absolument magnifique. Ces gens-là m'ont appris beaucoup, considérablement. Alors donc j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Je pense que vous avez interviewé Monsieur Richet, c'est ça. Alors j'entends... Et puis dans votre interview sur Monsieur Richet, on devine derrière les fenêtres qu'il y a le jardin du Luxembourg. Alors voyez-vous, donc Richet fait son entrevue et de l'autre côté il y a le jardin du Luxembourg. Alors donc quand vous tirez les rideaux, il fait ça. Et puis quand vous allez voir Monsieur Richet, donc un autre maître, vous lui posez la question, par exemple, vous lui dites les premières expériences pour le traitement des diabètes insipides.
Et puis le grand Richet se lève, prend un livre dans sa bibliothèque et puis il dit c'est là. Alors c'est ça, justement, directement comme ceci. Alors ça c'est absolument impressionnant, comprenez-vous, vous racontez ça, alors bien sûr, ça c'est des expériences magnifiques. J'ai d'autres expériences aussi de ces maîtres-là. J'ai envoyé une lettre à l'Académie du prix Nobel un jour sur quelqu'un qui a eu le prix Nobel 8 ans plus tard. Alors je suis très content, je montre ça à mes étudiants. Mais j'aime bien raconter les histoires d'anatomie, les histoires des premières descriptions ou du traitement de diabète insipide par des maîtres comme Richet en même temps. Et puis ma petite expérience personnelle, envoyer une lettre à l'Académie Nobel, la mettre dans le Federal Express, conserver le Federal Express parce que il faut que je justifie pourquoi j'ai dépensé 35 $ à ce moment-là pour envoyer cette lettre au Federal Express et la ressortir devant mes étudiants 8 ans plus tard en disant oui, Peter Agrey a eu le prix Nobel et regardez, j'avais écrit en 10 lignes exactement pourquoi il le méritait. Je n'étais pas le seul, bien sûr. Alors c'est un petit peu comme ceci. Oui, cette espèce de chance de rencontrer des gens, de rencontrer M. Duvernois, de rencontrer M. Richet, de rencontrer Peter Agrey, de ces choses comme ça, et puis de raconter cette histoire-là et d'espérer générer un enthousiasme sur la nouvelle génération, leur dire, regardez, des mécanismes physiopathologiques logiques, hein, cartésiens nous régissent, c'est ça. Et puis peut-être qu'en connaissant ça, on pourrait savoir comment mieux traiter les gens, mieux prévenir les maladies, etc. Alors c'est ça, effectivement. Oui. Oui. Ben, sans doute, c'est ça. Je vais vous faire une réponse sans doute qui est toute teintée de mon éducation laïque et révolutionnaire française. Un grand maître doit être humble, c'est ça. Hein? Et je pense que mais c'est la Révolution française qui nous a appris ça, c'est ça, parce que bien sûr on ne pouvait plus dire qu'il fallait qu'il soit croyant ou dans les ordres religieux ou des choses comme ça, mais on gardait d'autres caractéristiques, qu'il soit humble, qu'il soit connaissant considérablement et qu'il soit capable de donner aux autres, et là encore il y a la teinte de l'éducation française, de ceux qui sont les plus humbles et qui le nécessitent le plus. Hein. Alors, vous savez, en France, à la petite école, on apprend Pasteur, on apprend Joseph Meister. Hein. Alors, donc, c'est-à-dire ce Pasteur qui va faire cette expérience de vaccination et qui va dormir, donc, où ces petits Alsaciens, alors bien sûr, il y a de la politique là-dedans, mais ça fait rien. Il va donc dormir dans la petite maison où Joseph Meister vient de se faire mordre par un chien enragé et il lui administre le premier vaccin. Alors ça, c'est absolument magnifique. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il n'a pas seulement traité Joseph Meister, mais un autre petit berger, mordu lui aussi par un chien du Jura, qui s'appelle Jupille. Alors voyez-vous, un nom très noble, ou des choses comme ça. Alors on apprend ceci, oui, alors donc il doit être humble, il doit s'occuper vraiment des défavorisés en premier, mais il doit être connaissant pour être capable d'enseigner. Alors, je vois juste ceci. Avec ça, vous pouvez bien vivre. Alors, et puis, vous endormir le soir en pensant peut-être à Pasteur, en pensant à ce qu'est devenu Joseph Meister, en pensant à cet institut magnifique, en pensant à cette génération de médecins et de scientifiques que ces gens-là ont généré et ont créé. Bien sûr, l'époque le favorisait, des choses comme ça. C'était vraiment très beau, effectivement. C'est sa passion et aussi cette espèce de aller en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire la curiosité, mais être capable aussi de penser en dehors de son propre champ. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez appris la néphrologie, très bien. Mais si vous savez la neurophysiologie, tant mieux.
si vous connaissez beaucoup de physique là, c'est-à-dire de physique des fluides par exemple, je travaille avec un groupe de physiciens à l'Université de Montréal. Et puis je les aime beaucoup parce qu'ils ne se moquent pas quand je ne sais pas. Alors c'est ça, alors, ils m'expliquent, ils me disent exactement. J'ai connu aussi en France un très grand monsieur du Collège de France qui s'appelle monsieur Serge Jarre. Et monsieur Serge Jarre, j'allais passer 15 jours avec lui souvent pour travailler sur mon intérêt, la vasopressine. Et souvent, à la fin de la journée, il me disait, Bichet, il m'appelait Bichet, j'entends, viens, je vais t'expliquer ceci, comment faire ce calcul. Il avait vu que je n'étais pas capable de le faire moi-même, et puis donc, viens, je vais t'expliquer ceci. Alors donc, il était capable de percevoir, en dehors du sentier de la médecine, de la science, que cet aspect de base-là, je ne l'avais pas. Mais il pensait qu'il était capable de me l'expliquer, même à 4 heures de l'après-midi, même si j'étais moins réveillé. Et donc, une autre caractéristique de grand maître, donc cette espèce de diversité, pensez à l'extérieur de votre boîte qui est trop contrainte, allez chercher aussi des facilités chez d'autres gens qui connaissent quelque chose, qui sont capables de vous l'expliquer, et dire aussi, eh bien, vous serez peut-être capable d'expliquer quelque chose à ce monsieur Jarre qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas perçu. Et donc, je pense que la diversité des perceptions, des intelligences, de la compréhension est variable considérablement. Il y a des gens qui pigent tout de suite la génétique et qui, en mathématiques, ne sont pas si bons que ceci. Mais c'est pas grave. Si à l'intérieur d'un groupe, vous avez un mathématicien auquel vous êtes capable d'expliquer ceci, eh bien tout va bien. Et puis vous direz, consultez-le et ça lui fera plaisir. J'entends, moi je ne comprends rien à ceci, mais lui il va comprendre directement. Et même ça solidifie un groupe, ces choses-là. Absolument. Ah oui, absolument, une médecine d'équipe aussi pour cette espèce de stimulation. Je suis dans un groupe où ils sont tous plus jeunes que moi, ou presque. Alors, c'est très bien. Alors, ça vous donne une certaine inquiétude, parce que, bien sûr, peut-être que je ne suis pas capable de monter les 4 étages aussi rapidement qu'ils le montent, ou des trucs comme ça. Mais ils s'aperçoivent vite, et les autres aussi s'aperçoivent qu'on est capable de contribuer sur un cas. Moi, je dis souvent, ah oui, j'ai vu ça autrefois. C'est ça. La mémoire, c'est important. C'est ça. Alors, la mémoire, il y a des gens qui ont une mémoire considérable. On me parlait, il y avait un conférencier français qui est venu et on parlait de monsieur Legzinski qui travaille à Nice. On lui disait qu'il avait une mémoire considérable, qu'il se rappelait par exemple de ce que les étudiants lui avaient dit si telle ou telle expérience avait marché ou non marché. Et des mois plus tard, au moment de la soumission de la thèse, ce grand patron se rappelait exactement si que telle expérience n'avait pas marché et il posait la question mais pourquoi ça n'avait pas marché à ce moment-là. Donc ça, c'est des espèces de petites choses particulières. J'ai eu la chance de rencontrer Schreier au Colorado, Robert Schreier, qui est un géant qui m'a beaucoup aidé considérablement. Une mémoire fabuleuse, une mémoire colossale, une mémoire pour les patients, pour ce qu'un autre a dit à propos de tel ou tel cas il y a 20 ans, se rappeler de ça, le remettre dans le contexte, avoir un circuit neuronal qui le remonte à propos d'une observation. Et puis la mémoire c'est assez facile d'une certaine façon, il faut mettre des choses ensemble, c'est-à-dire non pas un seul mot mais 2 mots ou des choses comme ça. Vous ne vous souvenez pas du nom mais c'est pas grave, peut-être que vous vous souviendrez si vous dites ah oui mais il habite sur telle rue. Alors donc, mais en médecine c'est pareil, pour faire des diagnostics c'est pareil. Et donc il a tel ou tel symptôme, on a fait tel ou tel examen de laboratoire, et puis là, au 3e message, il y a quelque chose qui déclenche, et c'est très joli. Ah oui, alors c'est bien, effectivement, c'est ça. Mais je ne saurais pas toutes les classifier. L'humilité, c'est de base, genre, il faut avoir ça. Parce qu'autrement, on est trop bien, nous autres, comprenez-vous, on est allé à l'école, on a eu des parents qui nous ont envoyés à l'école, on a un bon métier, on ne s'inquiète pas exactement de ce que demain sera fait. Alors, il faut avoir ça, parce qu'autrement, c'est pas correct. J'entends, c'est faire un négativisme vis-à-vis du monde qui nous entoure,
qui a beaucoup plus de difficultés. Et bien sûr, les samedis, dimanches, je les ai travaillés, pourquoi pas. Alors, ou des choses comme ça. Mais ça, on oublie tout ça, ou les examens, les concours. Et puis après, tout ça va ensemble, le reste. C'est-à-dire avoir rencontré des gens, être curieux, avoir une bonne mémoire, être disponible, voir des patients, ne pas hésiter, avoir des patients. Et surtout, ça, tous les grands maîtres le font, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Là. Si vous avez quelqu'un qui passe la visite le soir à 6 heures et qui est le directeur de l'unité, le samedi soir à 6 heures, et puis qui s'arrête, et puis qui examine le patient, et puis qui prend du temps pour regarder, et puis il s'en va, et puis personne ne sait qui il est. Il n'a pas dit « c'est moi qui suis le directeur de ceci, c'est moi qui ai fait ci » ou des choses comme ça, et puis qui écrit une note dans le dossier, et puis il dit peut-être c'était tel diagnostic. Alors ça c'est bien, ça c'est quelque chose de magnifique, ça, où vous dormez plus tranquille le soir, c'est ça, vous rêvez beaucoup plus que vous êtes un enfant et que vous courez dans les bois. Alors, quand vous faites ça, c'est ça. Je trouve la clinique extrêmement intéressante, mais extrêmement prenante, et je dirais même fatigante, c'est-à-dire que épuisante. Et si je vois trop de patients, ou si je fais de la clinique pendant trop longtemps, eh bien à ce moment-là, il faut que je me réfugie dans mes livres, ou dans la recherche, ou sur mon bureau. Je trouve ça trop prenant. Je trouve ça, c'est comme si les difficultés de maladie de mes patients avaient une influence directement sur moi. C'est comme si je portais un peu de leur douleur ou du fait qu'on était limité pour les diagnostics ou les médicaments. Et je trouve ça épuisant, vraiment. Et par exemple, au bout d'une semaine en hémodialyse, on a beaucoup de patients hémodialysés qui sont âgés, qui ont beaucoup de problèmes. Et je trouve ceci lourd. Et je suis content de faire partie d'un groupe où cette lourdeur dans la clinique, dans l'explication avec les patients, peut être partagée. Alors, parce qu'il faut que je leur explique exactement à ces patients, et puis il faut leur dire, mais pas trop leur dire. Donc, il faut absolument que j'aie le refuge du laboratoire, le refuge de la recherche, le refuge de la génétique, je fais beaucoup de génétique des maladies rénales, le refuge de pouvoir parler avec les gens qui travaillent avec moi pour améliorer cette espèce de lourdeur du travail. Aussi, quand j'ai trop de cas qui sont trop difficiles, j'aime bien par exemple m'arrêter et lire de 5 à 6 heures le soir sur la science en général, sur la génétique, sur la néphrologie, pour me libérer de cette chose qui est difficile. Alors, donc j'ai choisi ceci, c'est peut-être que je n'aurais pas été capable de faire de la clinique toute la journée, parce que je trouvais que c'était trop difficile. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui peuvent faire de la clinique toute la journée. Et je pense qu'ils sont faits avec une certaine armure qui les protège, et que moi, peut-être, je n'ai pas cette armure-là. Peut-être que je suis trop sensible aux difficultés de mes patients. Peut-être je rentre, ou j'essaie trop de rentrer dans leur peau. Alors ça, c'est peut-être un défaut. Alors donc, ceci, je ne le vois pas comme défaut, bien sûr, parce que je le regarde, et puis je me dis, il faut essayer de comprendre les patients, qu'est-ce qu'ils vivent exactement. Mais c'est pas facile, et c'est pour ça que les livres, l'enseignement, les étudiants, c'est magnifique d'une certaine façon. Peut-être ça a été inventé pour ça, pour diminuer la charge, la lourdeur et la misère de la médecine. Alors, donc, parce que ça, c'est de la misère, le fait d'échouer, le fait d'arriver trop tard, le fait de faire un diagnostic trop tard, le fait d'avoir des patients qui meurent. Ce sont des échecs. Ce sont des échecs que je considère comme personnels. Absolument. Alors, voilà. Donc, le laboratoire, c'est ma soupape de sécurité. Est-ce que vous avez envie de commenter encore un instant sur le rapport médecin-patient? Ah oui, bien sûr. C'est ça. Le rapport médecin-patient, c'est pas si facile que ça. Parce que nous, par exemple, on imagine qu'ils pensent certaines choses.
où on imagine qu'ils perçoivent toute la gravité de leur maladie. Et puis, quand on suit des patients pendant des années, on a l'occasion de leur demander est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez ça, par exemple, dans les maladies génétiques? Parce que, est-ce que vos parents ont fait ces complications-là? Est-ce que vous penserez qu'automatiquement, vous ferez ces complications-là? Et puis, les patients disent non. Alors, non, nous n'avons pas pensé ça. Alors, donc, je trouve difficile de savoir qu'est-ce qu'ils pensent exactement. Et des fois, je suis plus pessimiste qu'eux, mais je ne leur dis pas, évidemment. Mais, par exemple, dans les maladies génétiques, des maladies qui aboutissent à l'insuffisance rénale quand on a 40 ou 50 ans, moi, bien sûr, je le vois comme quelque chose qui est inscrit. Eux, non. Ils vivent au jour le jour. Et c'est très bien. C'est magnifique. Alors, loin de moi de changer leur perception là-dessus, de leur donner l'heure exacte quand même, de leur dire, eh bien, je pense que dans 6 mois, il va se passer ceci, dans 1 an, il va se passer ceci, peut-être que nous pourrons vous transplanter ou des choses comme ça. Et je leur dis souvent, je vais vous dire ça une fois, je vais vous le répéter si vous me le demandez, mais je ne serai pas volontaire pour le répéter. Je vous l'aurais dit, c'est ça. Mais je l'inscris dans le dossier aussi, parce qu'ici, on est obligé d'inscrire tout ce qu'on dit aux patients, et pour pouvoir, des fois, leur dire beaucoup plus tard, il me semble que je vous ai dit ça. Alors, donc, les relations avec les patients ne sont pas très faciles, j'entends, parce que ce que je pense, moi, des fois, est complètement ignoré par les patients, sans doute pour se défendre. Bien sûr, ils vont faire de l'insuffisance rénale. Bien sûr, ils vont faire des complications. Mais à quoi bon? Parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore en insuffisance rénale et ils n'ont pas encore de complications. Alors pourquoi ne pas vivre au jour le jour avec l'idée que peut-être il y aura des développements et comme d'autres équipes, je travaille sur de nouveaux médicaments, de nouvelles choses, tout en étant très restreint vis-à-vis de l'espoir pour ces médicaments. Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher aussi. C'est pas facile. Je pense qu'on peut apprendre et je continue à apprendre avec ces patients. Et je continue à apprendre aussi avec... ils sont gentils, ils sont courageux. Sans doute qu'ils sont beaucoup plus courageux que moi. Et sans doute aussi... Mais quand on leur dit « vous avez du courage », non, ce n'est pas quelque chose qu'ils perçoivent eux. Eux, ils vivent avec ceci. Et en autant qu'on peut faire un travail, les voir de façon correcte, faire les examens, leur donner le maximum de ce que vous savez, leur dire aussi qu'il faut peut-être qu'ils aillent voir tel ou tel autre spécialiste, que vous ne connaissez pas bien ceci, je n'hésite pas à faire ça. Alors ça, c'est très important pour moi, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, en particulier sur l'île de Montréal, qui est mieux connaissant sur telle ou telle maladie, eh bien, je leur indique tout de suite, je leur dis, il faudrait que vous alliez voir cette dame ou ce monsieur, et puis peut-être que vous aurez des informations qui vont vous servir, et même peut-être qui pourraient vous suivre conjointement à moi, ou de façon majoritaire, je n'ai pas besoin de vous suivre vraiment directement. Oui, c'est pas facile, j'apprends toujours, et j'essaie de ne pas être biaisé sur mon optimisme proverbial. J'estime toujours que les choses vont s'arranger et puis qu'on trouvera des choses. Mais c'est un petit peu comme ça. Mais il y a des gens qui sont moins optimistes. Mais ça ne fait rien. Ils considèrent que vous pouvez leur apporter quelque chose. Alors voilà. Oui. Toujours. On favorise ça beaucoup ici. Alors, je crois que le docteur Barré disait... Il y a des médecins qui n'ont pas toujours du travail au Canada, ou des choses comme ça, alors c'est vrai. Mais à l'intérieur de groupes, et je pense que j'ai choisi aussi ce groupe-là, qui s'entend extrêmement bien, à l'intérieur de groupes, on peut justement voir la nécessité d'avoir des spécificités qui sont pour tel ou tel individu. Par exemple, dans notre groupe, maintenant, les hommes sont en minorité. Tant mieux, tant mieux. Peut-être les femmes de notre groupe, en tout cas, sont plus capables de parler aux patients que des fois nous. Alors donc, où ils ont certains aspects qu'ils voient et que nous, on ne voit pas. Alors tant mieux des choses comme ça. Quand on rentre beaucoup de femmes à l'intérieur d'un groupe, on s'inquiète.
On dit elles vont partir à 5 heures de l'après-midi, s'occuper de leur famille ou des choses comme ça. Mais si on dépasse cet aspect-là, on s'aperçoit tout de suite qu'elles ont une autre perspective sur la médecine, sur l'empathie, sur les discours avec les patients, sur le groupe, comment parler non seulement aux médecins, aux infirmières, aux travailleuses sociales, aux psychologues, aux psychiatres, etc., que nous, on n'a pas tellement. C'est pas pour vous faire plaisir, parce que vous posez des questions, mais évidemment, il y a des susceptibilités qui sont meilleures, qui sont plus faciles pour le patient, et moi je trouve ça bien, je trouve ça très bien. Au début, peut-être, quand on est un peu plus jeune que moi, on dit pourquoi, mais un peu plus tard, très rapidement, en quelques mois, on s'habitue vite, et non seulement on s'habitue, on y trouve un gain, on y trouve quelque chose qui est intéressant. Voilà. Alors, les maladies rénales génétiques, c'est la faute de Julien Marc-Aurèle. C'est-à-dire, non, j'étais très intéressé aux maladies génétiques auparavant, reconstituer les arbres généalogiques, j'étais intéressé à ceci. J'étais intéressé aussi pendant mes examens à toutes ces questions génétiques qui étaient bien sûr très grossières, mais qui étaient vraiment intéressantes. Et je pense que peut-être dans cette spécialité génétique, à mon niveau, c'est-à-dire dans les années 60, peut-être que j'aimais bien ceci. Et c'est la faute de Julien Marc-Aurèle, donc mon patron, celui qui m'a protégé tout le temps pendant toutes ces années, parce que quand j'étais rentré du Colorado, j'avais surtout travaillé sur les excès de vasopressine. Et puis là, il me faisait travailler sur la non-réponse à la vasopressine en me disant, dans ma clinique, j'ai une famille avec des diabètes insipides néphrogéniques, est-ce que tu ne pourrais pas regarder ceci? Alors j'ai regardé ces familles, cette famille-là, j'en ai trouvé des dizaines d'autres. Je suis allé en Nouvelle-Écosse voir une grande famille qu'on appelle la famille Hopewell, parce qu'on dit que c'est un bateau qu'il a amené en 1750, et puis ils ont une maladie particulière, ils ont la maladie des buveurs d'eau. Alors j'ai reconstitué cet arbre généalogique, j'ai eu beaucoup d'aide de Jean-Louis Mandel à Strasbourg, j'allais voir Jean-Louis Mandel quand j'allais voir mes parents en Franche-Comté, et je prenais la voiture de mon père et j'allais voir Jean-Louis Mandel pour qu'il me passe des sondes génétiques, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, le génome n'était pas décodé, et puis j'ai eu même une subvention pour aller chez Jean-Louis Mandel, mais je me suis aperçu que j'étais capable de faire ça tout seul chez moi s'il me donnait 2-3 sondes génétiques. Alors j'allais le voir, il me donnait rendez-vous systématiquement pour 2 heures de l'après-midi, on le travaillait ensemble, j'amenais quelques gels, j'entends des électrophorèses. Il me disait, Bichet, il y a une bande là, tu ne l'as pas vue? Je disais, non, c'est pas possible. Si, il me disait, il y a une bande. Et puis finalement, j'ai fait 2 ou 3 voyages, je ramenais des sondes que Isabelle Oberlé me donnait dans ma poche, des petites sondes ou des choses comme ça. Je travaillais sur ces sondes pendant encore 2 ou 3 mois. Et puis, bien sûr, à la faveur de ces grandes familles que nous avons reconstituées, il y a du point de vue arbre généalogique, nous avons établi qu'ils étaient tous reliés ou qu'ils étaient indépendants pour d'autres familles. Nous avons mis des marqueurs génétiques. Et là, j'ai bénéficié de l'aide de M. Jarre, dont j'ai parlé auparavant, avec son association, avec quelqu'un à Baylor, qui s'appelle Birnbaumer, et nous avons eu la chance d'identifier les premières mutations dans ces maladies génétiques spéciales. Alors, c'est vrai, j'avais un intérêt spécial. Je comprends mieux ça que la physique, hein, voyez-vous. Alors, la génétique moléculaire, la ségrégation, ça c'est facile. Je trouvais que c'était vraiment facile à comprendre par rapport à la fluidité des membranes ou des choses comme ceci. Alors, c'est venu un petit peu par hasard. Et puis, ça me permettait, à propos d'un cas clinique concret, d'apprendre de la génétique de base. Déjà, ça, j'aimais beaucoup. Alors, donc, ça, c'était bien. Alors, à de vrais patients, de vraies prises de sang que je faisais moi-même, je les ramenais de Nouvelle-Écosse, cette grande famille avait là en Nouvelle-Écosse, on les ramenait dans des caisses réfrigérées. Dans l'avion, ils me disaient, est-ce que c'est des homards que vous ramenez? Je leur disais, bien sûr, ce sont des homards que je ramène. Alors, c'est ça. Alors, c'était des tubes de sang, bien sûr.
Et donc, on a fait cet intérêt pour la génétique là, et puis donc on s'est intéressé considérablement à ces maladies rares et à des maladies beaucoup moins rares qu'on a, comme la polykystose rénale, comme syndrome d'Alport. Ça m'a permis d'aller voir M. Grunfeld à Paris plusieurs fois. Ça m'a permis d'aller voir Pierre Ronco, toute cette communauté francophone et européenne aussi, qu'il est facile de contacter. Et donc, c'est un temps merveilleux. C'est un temps merveilleux, effectivement. Oui. Oui. Par exemple, si à la faveur de ces découvertes-là, on pourrait cartographier, par exemple, toute une population. Voyez-vous, c'est parce que là, on a une certaine responsabilité, c'est-à-dire il faut absolument que les patients avec les maladies génétiques rares du Québec ou du Canada puissent avoir accès donc à des tests sophistiqués, modernes, et aussi à des traitements par l'intermédiaire donc de la qualification de ces populations-là. Savoir connaître dans une population qui est atteint et qui n'est pas atteint. Pouvoir leur donner vraiment les meilleurs diagnostics faciles, les meilleurs traitements. C'est eux qui choisiront. Mais au moins, il faut qu'ils aient le choix. Au moins, il faut qu'on leur dise, eh bien, on a ces outils-là, moléculaires, on a ces possibilités-là de vous faire un diagnostic rapide. On a ces nouveaux médicaments génétiques ou non génétiques qui sont en développement. Est-ce que vous voulez faire partie de ceci? Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien parce qu'on peut leur dire, eh bien, si vous habitez à 100 km d'ici, il y a encore de la neige maintenant, vous êtes dans le bois. Le bois, je le connais bien, je connais bien les bois de Franche-Comté. Eh bien, vous êtes à même d'avoir absolument les mêmes traitements que si vous vivez à la Mayo Clinic ou si vous vivez à Necker ou si vous vivez à Zurich ou des choses comme ça, dans des grands hubs de sciences et de médecine. Donc il y a cette responsabilité vraiment de transmettre ces nouvelles données, et non seulement des données courantes, là, la dialyse, l'hypertension, bien sûr, très très important, mais aussi des données plus rares, des maladies génétiques plus rares ou plus fréquentes, et de suivre ce courant. Et vraiment, la polykystose rénale, c'est tout à fait différent de ce que c'était il y a 20 ans. Le diabète insipide néphrogénique, c'est tout à fait différent de ce que c'était il y a 30 ans. Oui, absolument. Et ça, c'est difficile à répondre, finalement. Parce que je ne me suis jamais posé cette question-là. Des fois, je me dis que chaque jour qui passe ou chaque nouveau jour, c'est le plus beau moment. J'ai tendance à faire ceci. Par exemple, quand j'ai terminé mon entraînement de 2 ans chez Schreier à Denver, je m'étais dit, je me souviens des derniers jours, je m'étais dit que je ne revivrais jamais une période aussi belle, aussi magnifique, aussi productive. Et j'avais complètement tort. C'est-à-dire que 2 ans après, ici à Montréal, c'était magnifique, c'était aussi productif, sinon plus, et c'était très agréable aussi. Alors donc, j'avais l'impression, pendant mes années médicales, que peut-être la 4e année de médecine était la plus belle et qu'il n'y avait rien de plus beau après. La thèse était la chose la plus belle, l'internat était la chose la plus belle. Mais en fait, non. Je pense vraiment que c'est aujourd'hui la chose la plus belle. Et même si je faisais ma visite à l'hôpital ou à l'unité de recherche clinique où je travaille, ou lundi, donc je n'ai pas cette chose la plus belle possible. Je suis content, bien sûr. Par exemple, j'avais une certaine inquiétude pour obtenir mes examens de passage ici pour pratiquer la médecine. Mais je pense que c'est mon caractère inquiet d'habitude. Alors le jour où j'ai obtenu ma licence, comme on dit, ou mon permis de pratique, j'étais très heureux. J'étais très heureux. Mais est-ce que j'étais très heureux parce que ça apportait de la sécurité à ma famille? Eux qui n'en avaient pas parce que j'étais l'éternel étudiant, peut-être que c'était ça.
Alors donc, mais je pense vraiment que le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui. Oui, vraiment. C'est une vision merveilleuse. Oui, je pense. Oui, il faut faire comme ceci. Il faut la garder jusqu'à la fin de la vie. Il faut la garder, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Oui, oui, je pense bien. Je pense bien. Je pense bien. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses. Bien sûr, mes enfants, mon épouse, tout ça, ma famille. Alors, bien sûr, il y a tous des événements qui sont merveilleux. Mes petits-enfants. Alors, bien sûr, tout ça, mais ils sont là tous les jours aussi. Alors, c'est bien, cette mémoire est là tous les jours aussi. Et ils y participent aussi, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas du tout dire que cette famille n'est pas importante. Au contraire, je n'aurais rien fait sans eux. Oui, oui, absolument. Et les moments les plus difficiles? Ah, les moments les plus difficiles, oui. Oui, les moments les plus difficiles, sans doute, c'est de perdre des choses. Alors, de perdre des patients, de perdre de la famille, l'anxiété les plus difficiles. Je me souviens quand j'ai décidé de m'installer directement ici, je me demandais si je prenais la bonne décision. C'était difficile pour moi. Je faisais des rêves, d'habitude je me rappelle jamais des rêves. Là, je me faisais des rêves comme quoi j'avais peut-être pris une mauvaise décision ou des choses comme ça. J'ai oublié tout ça, bien sûr. Ce qui est difficile aussi, c'est ça. Alors, comme je dis, perdre des patients, ça reste toujours très difficile pour moi. Et puis, donc, justement, peut-être c'est la façon pour laquelle je fais un peu de recherche, parce que je ne suis pas capable, mes épaules ne sont pas capables de supporter ça de manière intense tous les jours. Les autres choses difficiles, oui, comme je disais, je parlais de mes collègues qui montent les 4 étages ou les 5 étages de l'hôpital de Sacré-Cœur plus rapidement que moi. Mais ça, j'entends, je ne vois pas ça comme étant difficile. Non, non, c'est ça. Non, il n'y a pas de choses difficiles pour moi. Si, on peut dire, vous savez, il y a des gens qui disent la seule chose la plus difficile, c'est la maladie et la mort. C'est juste ça. Mais par exemple, je considère avoir tellement vu de choses magnifiques que ça me suffit. Je ne suis pas inquiet de ça. Voilà. Pas inquiet. Je pense. C'est ça. Les silences sont difficiles. Les psychothérapeutes vous laissent faire des silences. C'est ça. Ah, magnifique. Absolument magnifique. Ben, c'est sûr, il y a des choses qu'il faudra régler. Il faudra des choses qu'il faudra vivre avec. Par exemple, le développement des nouveaux médicaments est extrêmement cher. Et ça ne devrait pas être comme ça. J'entends, on peut donner des avantages à l'intelligence, à la découverte, au risque, sans pour autant rendre la médecine, les patients captifs d'un système extrêmement cher. Alors je pense que c'est un grand défi ça, c'est-à-dire comment amener toutes ces découvertes nouvelles, génétiques, biologiques, à un prix que pourra payer la société, et à un prix que la société considérera comme valable. Alors je pense que c'est un grand défi, donc c'est le prix finalement, c'est le prix de la médecine. Et puis est-ce qu'on aura une médecine pour des régions sophistiquées ou des régions développées, et puis une médecine pour des régions moins développées? Je suis impressionné de ces grandes organisations américaines avec Bill Gates ou des choses comme ça, qui sont capables de faire des programmes de découverte, de vaccination considérables pour des populations plus défavorisées. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de ceci, bien sûr. Ces gens-là doivent en obtenir des satisfactions personnelles, non pas monétaires, mais personnelles considérables. C'est très bien. L'altruisme rend beaucoup plus heureux, ça c'est bien. Mais c'est un grand défi. La médecine, celle qu'on met un tout petit caillou à participer, devrait être pour tous. Alors, c'est ça. Alors, donc, ça, c'est bien. Aussi, il faut rendre la médecine non seulement
proche du patient, mais il faut la rendre suffisamment compliquée, scientifique, pour qu'elle puisse vraiment se développer considérablement. Alors ça, c'est un défi aussi, parce qu'il faut des médecins. Moi, j'ai été médecin de campagne, j'ai fait des remplacements, je suis allé dans les fermes, j'entends regarder des grippes, des infections, des fibrillations auriculaires. Donc il faut ça, mais il faut aussi des gens qui travaillent dans un laboratoire, qui sont capables de discuter de développement ou de choisir des drogues extrêmement rares pour traiter des patients extrêmement rares. Alors il faut les deux. Je pense que à l'intérieur de notre monde, dans 45 ans, ça sera bien mieux que maintenant. Alors ça sera bien plus intéressant, ça sera bien plus accessible. C'est un beau défi, c'est un défi magnifique, plutôt que se quereller sur des frontières géographiques ou sur les idées du XXe siècle ou des choses comme ça, avec un siècle qui a dépensé considérablement à faire d'autres choses que l'amélioration des humains. Donc non, je suis optimiste, bien sûr, mais je suis optimiste en tout. Alors donc ça ne changera pas. Oui, absolument, toujours en mouvement, et où, malgré les critiques qu'on fait sur des générations qui sont moins jeunes que nous, ces nouvelles générations travaillent très bien dans d'excellentes conditions, dans d'excellentes circonstances. J'en veux la preuve pour le petit groupe auquel j'appartiens, où on est 14, des fois on est 15, je me souviens plus exactement qui est la petite dernière ou le petit dernier ou des choses comme ça, mais ça fonctionne bien. Ils me téléphonent, ils me disent on ne vous connaît pas exactement, est-ce que vous pourriez nous donner des idées sur tel ou tel cas? Et je pense que c'est ça, ce microcosme représente un peu ce qui se passe, en tout cas au Canada, où et je suis très enthousiaste, effectivement, je suis très enthousiaste. Mes parents, ma famille m'ont appris un monde qui était beaucoup plus difficile, j'entends, dans la vie de tous les jours, dans l'accès aux soins, dans l'accès à une certaine sécurité financière de base, dans l'accès à une maison de bonne qualité, alors que pour l'instant, maintenant, j'entends, ce sont des préoccupations, bien sûr, mais ce n'est pas la préoccupation de base des gens qui vivent au Québec ou au Canada. Il y a d'autres préoccupations, c'est-à-dire la qualité de la vie, d'avoir des enfants, de les envoyer à telle ou telle université. Donc toutes ces préoccupations de base, à savoir est-ce qu'on pourra faire une vie au moins décente, sont déjà dépassées. Tant mieux, magnifique. J'entends, c'est heureusement, et on aurait dû arriver là bien avant. C'est ça. Alors je souhaite souvent qu'il aille voir ailleurs. Alors c'est-à-dire s'il est américain, il faut qu'il aille en Allemagne, il faut qu'il aille en France, il faut qu'il aille au Danemark. Donc je vais souvent à des thèses sur les pays européens et je trouve que c'est très beau de voir tous ces nouveaux étudiants. Alors donc il faut qu'ils voient autre chose. Je dirais aussi ces gens qui habitent dans des milieux moins favorisés comme l'Afrique du Nord ou des choses comme ça, qu'ils viennent là, qu'ils aillent en Europe dans certains laboratoires, qu'ils aillent en médecine, qu'ils aillent aux États-Unis, qu'ils voient d'autres choses différentes, qu'ils aillent en Amérique du Sud. C'est seulement en regardant ces autres mentalités, ces autres nations, ces autres peuples, que vous aurez une certaine idée de la beauté de la science elle-même ou de la beauté de la médecine qui est indépendante qui est assez indépendante de la langue, qui est indépendante du pays où vous avez grandi, donc qui est au-dessus de ceci. Alors qu'ils voyagent, qu'ils aillent voir, qu'ils se fassent des amis. Quand ils auront des amis, les amis les aimeront beaucoup plus leur culture, leur pays, etc.
Et on pourra travailler à résoudre des problèmes de médecine considérables. J'entends les maladies infectieuses, les maladies parasitaires, ces choses-là, j'entends les maladies vasculaires, bien sûr, mais je verrai surtout des maladies, là, des maladies terribles sur l'Afrique, comme je dis, là. Il faut résoudre ce problème-là. Et si on résout ce problème-là, eh bien, on aura une humanité qui sera bien plus fière. Alors voilà, c'est ce que je leur dirais. Voyagez, soyez curieux. Bien sûr, c'est biaisé. C'est biaisé, je trouve que j'ai fait une belle vie comme ceci. Alors, je pense qu'aller à l'école longtemps, même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, et puis si vous êtes intéressé aux mathématiques, vous pourrez faire de la résonance magnétique, et vous pouvez regarder avec certains outils, par exemple, comment le cerveau fonctionne. Alors ça aussi, ce sont des choses, des espèces de frontières, là, qui sont vierges, là. J'entends comment le cerveau fonctionne, comment regarder tel neurone qui excite tel autre neurone, puis finalement la conscience qui s'éveille sur certains problèmes comme est-ce que vous avez soif, est-ce que vous avez faim. Ça, donc il y a une entrée, il y a quelque chose qui est conscient à un moment donné. Comment ça se réalise, ça? Alors il y a beaucoup de groupes qui travaillent là-dessus, mais vraiment, c'est vraiment très intéressant. Puis il y aura d'autres choses qu'ils comprendront beaucoup mieux, qui n'existent pas encore, et tant mieux, hein, bien sûr. L'amour pour ce qui nous entoure, hein, c'est ça, l'amour, j'aime bien la littérature, j'aime bien les auteurs, que ce soit des auteurs locaux ou des grands auteurs. J'aime bien ces choses. C'est la même chose. L'apprentissage de la médecine et savoir un poème de Victor Hugo, c'est la même chose. C'est la même perception du monde. C'est ça. Je dis souvent que Victor Hugo ne travaillait pas et que c'est seulement quand il a été exilé qu'il a commencé à travailler. C'est ça. C'est quand Napoléon le Petit l'a exilé à Jersey. Alors il a commencé à être obligé de travailler ou des choses comme ça. Il a écrit. S'il n'avait pas été exilé, il n'aurait rien fait. C'est ça. Alors c'est ça. Donc je recommande aux gens d'aller voir à l'extérieur, de travailler à l'extérieur. Absolument. La poésie, elle est partout, j'espère. En tout cas, moi je pense qu'elle est ici. Elle est ici. Je pense que c'est ça, la poésie. J'ai beaucoup d'admiration pour la poésie. Je lis régulièrement de la poésie pour calmer mon anxiété ou mon énergie, l'un ou l'autre. C'est ça, j'aime beaucoup, je relis toujours la même traduction de l'Odyssée. J'aime beaucoup comment Ulysse explique exactement comment il fait ci, comment il fait ça, les phrases particulières. J'ai beaucoup d'admiration, bien sûr, pour toute la poésie française, non seulement Victor Hugo, mais Rimbaud, des choses comme ça. Et puis, je pense que la poésie fait partie de notre école, de notre enseignement. Et c'est une espèce de... Bien sûr, il y a des poésies tragiques ou des choses comme ça, mais c'est une espèce de voir le monde en 3 dimensions et voir le monde avec ses aspects magnifiques. Et je pense que la poésie, c'est surtout des aspects magnifiques, et avec ses aspects terribles. J'entends, mais voir avec ces aspects magnifiques. Alors bien sûr, il y a des aspects terribles ou des choses comme ça. Je relis souvent la poésie de Victor Hugo qui s'appelle « Les pauvres gens ». Hein, alors ça, c'est une poésie absolument magnifique ou des choses comme ça. C'est l'histoire d'un pêcheur et sa femme est anxieuse et parce qu'il est sur la mer, bien sûr, il pêche, il dit qu'il pêche, il dit, comme en science, que l'endroit où on trouve du poisson, c'est grand comme une pièce, c'est-à-dire c'est grand comme une pièce de maison. Le poisson sur la mer ne se distribue pas de façon égale, il est juste dans un endroit. Le pêcheur, il faut qu'il le trouve, il faut qu'il aille le chercher. Alors sur les vagues et tout, des choses comme ça. Et puis le pêcheur rentre et sa femme s'est arrêtée en allant voir s'il rentrait ou non. Sa femme s'est arrêtée et allait voir si la voisine prenait bien soin de ses 2 enfants. Et puis la voisine est décédée. La Janie ramasse les enfants, c'est ça.
Et puis elle raconte ça au pêcheur, elle a peur de lui raconter ça au pêcheur, lui qui ne pêche rien, qu'il y a des jours mauvais ou des choses comme ça. Et puis le pêcheur lui dit, mais est-ce que tu vas aller les ramasser quand même, ces enfants? Et puis la femme ouvre le rideau et dit, et tu les voilà, elle les a déjà ramassés, ou des choses comme ça. Alors c'est ça. Alors donc il y a du tragique là, hein, c'est ça, les gens qui meurent de maladie, et puis il y a quelque chose qui est beaucoup plus élevé que nous, sans doute, qui est la poésie, qui est, c'est ça, pourquoi on fait ça, hein, alors c'est ça, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est ça, je ne sais pas, c'est ça, je ne sais pas du tout. On fait ça pour nous, sans doute. Hein. J'espère que c'est ça, qu'on fait ça aussi pour les autres, hein, considérablement. Et j'espère qu'on fait ça parce qu'on a été wiré, c'est-à-dire on nous a mis des connexions spéciales pour qu'on soit heureux en faisant ça et qu'on fasse partie d'un monde qui est encore difficile à comprendre. Voilà, c'est juste ça. Merci. Merci beaucoup. Merci.